Madame Maëva Mendes, professeur Benoît Mongourdin, on a eu le plaisir ce matin de pouvoir échanger avec vous deux dans le cadre de ce symposium sur l'équité en santé pour les personnes sourdes et malentendantes. Et puis, j'aimerais savoir brièvement quel est votre sentiment par rapport à ce que vous avez vécu ce matin avec plus d'une centaine de participants dans le cadre de ce symposium. Donc cette matinée était très riche, vraiment j'ai pu comprendre le fonctionnement riche et avec une philosophie qui est pas mal sur des démarches qui avancent, et puis j'espère qu'il pourrait y avoir un pôle similaire à celui de la France qui pourra se développer. Professeur Mongourdin. Ah oui, je partage le même sentiment. Enfin, je veux dire, je suis surpris de l'émergence de tout un tas de choses, de professionnels qui s'engagent, qui essayent d'inventer des choses, qui essayent, qui se mouillent, qui prennent des risques et au contact de cette population qui ont envie de découvrir et d'être dans un esprit, oui, d'équité, d'amélioration du rapport du rapport social. Enfin, c'est très, très intéressant et très riche. C'est très prometteur. Quand vous avez fait votre présentation par rapport à toutes vos réalisations dans le cadre du CHU de Grenoble, alors évidemment ça nous a beaucoup frappé parce que vous avez beaucoup d'années d'avance sur l'implémentation d'un certain nombre de solutions pour les personnes sourdes et malentendantes. Dans votre expérience, quels ont été les principaux obstacles pour mener à bien tout ce que vous avez fait au cours de ces années? Si vous aviez à citer 3, 4 principaux obstacles. Alors, je dirais que le principal obstacle dans la dynamique de pensée, il est sur la pensée de la société. Je veux dire, on pense en termes de normes, on pense en termes de réparation, on pense en termes d'audition, on pense la surdité en termes d'audition. Et on porte un regard, je dirais, défectologique, un peu comme si les sourds étaient perçus, vus comme des entendants qui n'entendent pas. Et quand on fait l'effort d'avoir une approche par la langue et qu'on utilise la langue dans laquelle les sourds vivent, généralement, et on s'aperçoit que c'est pas ça qu'ils disent eux, c'est pas ça qu'ils attendent. Ils n'attendent pas d'être réparés, ils attendent d'être pris en compte et pris en compte dans le cadre du droit commun. Donc le principal obstacle en termes de pensée, de dynamique, il est d'abord, je dirais, sociétal et culturel. On est dans une culture de la norme et il faut passer au travers de ça. Voilà, pour arriver à une rencontre avec des gens qui ont des choses à dire et pouvoir donner la parole dans une autre langue, ce qui n'est pas complètement évident. Ça, c'est le premier obstacle. Après, le deuxième obstacle, c'est lié aussi, mais il est institutionnel. C'est-à-dire que sur deux plans, d'une part, on est sur des structures qui ne sont pas habituelles. Sourd, on pense médical, problème médical. Médical, qui est spécialiste des sourds et de l'audition? C'est les ORL, c'est les otorhinolaryngologistes. Donc, eux sont dédiés à la réparation de l'audition. Et on en reste là. Et donc, les sourds et les enfants sourds sont embarqués dans une filière très médicalisée. Nous, on fait un pas de côté et on dit, bon, on va poser la question autrement. Quelle est la langue dans laquelle le patient va être le plus à l'aise? Et à ce moment-là, on n'est pas du tout sur une approche médicale. Je dirais, on se fiche de ce qui se passe dans l'oreille. Ce qui compte, c'est quelle langue. Et effectivement, on voit des gens qui ont des niveaux d'audition extrêmement divers et qui vont faire des choix qui vont avoir des appétences linguistiques qui ne sont pas forcément en relation avec leur degré de perte auditive. Voilà. Donc, on fait cette découverte-là. Et donc, l'obstacle, il va être institutionnel. On met en place des structures et l'institution dit « mais non, c'est pas comme ça qu'on fait d'habitude avec les sourds ». Et puis ça arrive à passer, il y a des gens qui disent « ah tiens, c'est intéressant ce regard-là, et effectivement ça marche, et tiens, vous avez de la demande, et tiens, sur le terrain, eh ben, il y a des besoins qui émergent et vous avez quand même une grosse activité qui est en train de monter en charge ». Donc ça, c'est le signe. Et après, le deuxième obstacle, il est financier. Parce que les institutions n'ont pas tout l'argent qu'elles souhaiteraient. Donc, on est aussi limité par les financements qu'on peut avoir. Mais une fois que la porte a été ouverte, c'est-à-dire qu'on a réussi à créer une structure, même si elle est inhabituelle, et que cette structure fait ses preuves, c'est-à-dire que d'un seul coup, elle révèle un besoin, en général, les institutions n'arrivent plus à refermer la porte. Et si les institutions sont en mesure d'accompagner financièrement la montée en charge de ces structures, eh ben, on arrive au plus près des besoins de la population. Ça fait tout à fait écho avec le postulat de départ. On disait ce matin qu'il y a un problème d'inéquité par rapport à ces populations au niveau structurel, sociétal, vous l'avez mentionné, au niveau institutionnel, vous l'avez également mentionné.
Et puis je me retourne vers vous, Madame Mendes, par rapport peut-être à la pratique clinique. Vous qui êtes intermédiatrice, comment est-ce que vous voyez cette problématique des cliniciennes, des cliniciens qui sont peu à l'aise et qui pourraient être à l'origine de soins qui sont d'une qualité nettement moins satisfaisante par rapport aux personnes sourdes, aux personnes malentendantes? Alors pour moi, effectivement, ça peut venir des professionnels de la santé qui ont toujours cette vision de l'oreille à réparer et on oublie que derrière, il faut penser au bien-être de la personne, à ses besoins et puis il manque dans le cursus des études une sensibilisation à tous ces domaines-là et pas uniquement à se focaliser sur l'audition. Par exemple, si un partenaire veut un projet de maternité, si les parents ont un enfant qui naît sourd, donc on peut apporter une sensibilisation, mais c'est parfois difficile de collaborer avec les professionnels soignants dans ce domaine-là. Et c'est pour ça que, en tant que intermédiatrice, je me rends dans différents milieux pour pouvoir sensibiliser et permettre une certaine ouverture d'esprit qui manque encore aujourd'hui. Je peux rajouter aussi que ce qui peut être entendu par les financeurs ou par les pouvoirs publics, c'est la question du droit commun. C'est-à-dire que l'équité en santé, ça veut dire le droit commun. Il y a une loi et la loi fait que tout le monde a droit d'être soigné avec la même qualité, quelle que soit sa religion, quelle que soit son origine ethnique, quelle que soit, etc. Voilà. Donc ça peut être entendu. On n'a pas l'argument de rentabilité parce que c'est des structures qui sont pas rentables. Alors, pas rentables sur le papier, alors qu'elles le sont sur un plan médico-économique. Adapter un parcours de soins, c'est faire des économies considérables à l'établissement et au dispositif de santé, parce qu'on va pas faire d'examens inutiles, parce qu'on communique correctement avec le patient, qui va avoir une bonne observance, donc on aura moins d'effets secondaires, parce on peut raccourcir les durées, ce qu'on appelle les DMS, les durées moyennes de séjour à l'hôpital, parce que les sourds vont être soignés comme tout le monde, on n'a pas besoin de les garder parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Donc on est producteur d'économies de santé, même si c'est pas écrit sur le papier, nous on le voit dans le quotidien, mais l'argument qui est entendu, c'est l'argument du droit commun. Il y a une inégalité de chance en France, comme dans d'autres pays, il y a une partie de la population française qui est mal soignée, et ça, les institutions peuvent l'entendre. Et puis, je reprends, disons, ce que vous venez de dire, parce que ça nous a fait un peu réfléchir à ce qu'on a entendu ce matin par rapport au plaidoyer. Dans le fond, on a commencé par écouter l'histoire d'une maman dont le fils avait des soins de qualité qui n'étaient pas satisfaisants, qui étaient probablement dans une perspective d'iniquité. Et puis, il est vrai que vous nous aviez dit que le narratif à employer dans votre plaidoyer est très important, à savoir qu'une partie de la population est mal soignée. Et vous venez de le répéter aujourd'hui. Qu'est-ce que vous auriez tous les deux comme autre, disons, conseil à nous donner pour qu'en termes de plaidoyer face aux décideurs, aux décideuses, nous puissions être plus forts dans nos demandes pour qu'il y ait plus d'équité pour les populations sourdes et malentendantes? Il y a un élément très fort, si on arrive à passer cette barrière-là, après il y a d'autres choses qui vont se dérouler du côté des décideurs, qui est la place des professionnels sourds. C'est-à-dire que la surdité, quand on est professionnel, est une plus-value. Et travailler avec des équipes mixtes, professionnels sourds, professionnels entendants, va déclencher tout un tas de choses. Si c'est entendu par les pouvoirs publics et par l'institution, après, derrière, il va y avoir en cascade tout un tas d'espaces d'écoute. On va être entendu par l'institution. Et en termes de dynamique, que ce soit une dynamique de travail, parce que du coup, la langue des signes devient la langue de travail, que les professionnels sourds sont toujours là pour nous rappeler cette inéquité, on vit, c'est aussi accepté pour les professionnels entendants de vivre professionnellement en permanence dans un certain inconfort, parce que pour nous c'est beaucoup plus confortable de travailler entre entendants avec des entendants que de travailler avec des collègues sourds. C'est compliqué, c'est pas notre langue native, c'est des choses qui sont compliquées et qui toujours nous stimulent et nous poussent à la créativité et nous poussent à aller vers un travail de qualité. Une fois que ça c'est en place, une fois que l'institution l'a formalisé, parce qu'en France c'est formalisé dans des textes réglementaires, après on peut déclencher tout un tas d'autres choses et c'est une deuxième porte à ouvrir, je dirais.
Madame Mendes, est-ce que vous avez une réaction par rapport à cette question? Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. C'est important qu'il y ait des professionnels sourds et ça fait en sorte que ça fonctionne. Et c'est vrai que j'ai des collègues qui travaillent dans l'intermédiation depuis 20 ans et qui rencontrent aussi des obstacles en allant dans les hôpitaux, même avec une blouse blanche. Les professionnels entendants vont dire « mais vous êtes qui? Vous êtes sourd, vous n'avez rien à faire là ». Donc après, il y a eu effectivement des réglementations qui ont dû être écrites pour pouvoir imposer ça, donc il y a une vingtaine d'années. Et moi, je suis là depuis 7-8 ans, donc on voit qu'il y a eu beaucoup d'évolution aussi, et on est accepté en tant que professionnel sourd en blouse blanche dans ce milieu-là. Mais c'est vrai que ça, c'est peut-être des obstacles qui peuvent être rencontrés au départ, si ça se met en place en Suisse, mais qui peuvent aussi évoluer et s'améliorer par la suite. Il y a quelque chose qui se joue aussi dans le champ du politique, au sens des affaires de la cité, hein, quand je parle politique. C'est-à-dire qu'on est dans un rapport intercommunautaire entre la communauté des entendants, qui est tellement grande qu'elle a oublié qu'elle était une communauté, on a l'impression d'être des gens normaux, et des gens d'une autre communauté linguistique et culturelle, la question de la langue des signes, de la surdité, des sourds profonds de naissance, et on est dans un rapport majorité-minorité. Et donc, il y a quelque chose de la langue à passer. Mais la langue, c'est pas juste un support de communication, d'information ou pour passer des consignes. La langue, elle est porteuse de tout un tas d'autres choses, bien évidemment. Hein, elle est portée par la vie d'un groupe humain. Et ce rapport majorité-minorité nécessite un travail d'interculturalité au sens d'avoir des passeurs de culture. Et les passeurs de culture sont forcément membres de la minorité. S'ils sont membres de la majorité, c'est-à-dire que c'est des entendants qui vont s'occuper d'essayer d'adapter culturellement, on en rajoute encore une couche sur l'oppression de la minorité. C'est pas un discours militant ou un discours extrême, ça se joue dans toutes les autres structures qui ont réfléchi un peu sur la question de l'interculturalité, sur l'ethnopsychiatrie, sur les minorités ethniques, etc. Le passeur de culture est membre de la minorité. Et donc c'est très important que les équipes qui travaillent sur l'accès aux soins soit composé de professionnels sourds et de professionnels entendants, parce que du coup on rétablit l'équilibre et on a toujours cette vigilance sur cette interculturalité de laquelle on a toujours, nous les entendants, envie de s'échapper par confort ou parce qu'on n'y pense plus, etc. On a besoin toujours de ce rappel pour travailler la question, parce que c'est une question cruciale, brûlante et absolument centrale si on veut que ça fonctionne. Je vous remercie infiniment pour ces mots très importants, très utiles, ces réponses à des questions qui trottent beaucoup dans la tête actuellement. Madame Mendes, professeur Mongrelin, et puis on vous félicite évidemment pour tout ce que vous avez réalisé du côté de Grenoble. C'est très inspirant et pour nous c'est une émulation supplémentaire au travail qu'on fait ici. Merci beaucoup. Merci à vous beaucoup. Merci à vous aussi.